Bonjour à tous. Merci également à l'équipe de l'AMIC, à Myriam. C'est très sympa de cette invitation et je suis ravi de pouvoir... c'est toujours un grand plaisir de converser avec les collègues, d'échanger nos expériences. Et puis en plus, il y a une super ambiance, donc c'est très sympa d'être dans ce contexte-là. Ah ben ça y est, c'est parti. Alors, comme j'ai une demi-heure, n'est-ce pas ? Alors, donc je ne veux pas tout décrire l'hypnose, tout décrire. Alors, on peut laisser la lumière à fond. Non, on peut tout laisser, sinon on s'endort. Voilà, est-ce qu'on peut tout éclairer comme tout à l'heure, c'était parfait. La lumière, s'il vous plaît, comme c'était au début. Ouais, super. Voilà. On lit suffisamment bien, n'est-ce pas ? Merci, c'est parfait. Oui, donc je ne vais pas décrire l'hypnose, d'autant que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. La méditation, on peut en dire 2-3 mots. Les principaux éléments de ce que je vais développer sont contenus dans cet ouvrage Zen et Hypnose, les principes d'équilibre, que j'ai fait avec mon fils l'année dernière, et qui contient, mais qu'est-ce qu'il y a de ressemblant, qu'est-ce qu'il y a dans l'hypnose et dans la méditation qui est beaucoup plus ancienne, qui fait que l'on peut l'utiliser en thérapie. Voilà. L'objectif, c'est est-ce qu'on peut utiliser quelque chose de cela en thérapie pour soigner nos patients, pour soigner la douleur et la souffrance. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes, c'est vrai qu'il y a des différences, et l'idée n'est pas ni bien sûr de polémiquer ou de dire l'un est plus fort que l'autre. Non, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ressortir de ces deux ? Il y a beaucoup de points communs et des différences, bien sûr. Par exemple, sur la posture, c'est différent, puisque l'hypnotisé est allongé, assis, alors que dans la méditation, ça peut être aussi assis, mais c'est souvent une posture, la méditation zen, qui est plus tenue musculairement, suivant les groupes, évidemment. Mais par exemple, Christophe André, on va faire un colloque avec lui le 5 juin, lui dit non, on peut juste s'asseoir sur un siège et c'est suffisant. C'est différent aussi dans l'intention. Dans l'hypnose est beaucoup plus, n'est-ce pas, dans le cadre de la thérapie. On va soulager quelqu'un au bloc opératoire chez le dentiste et la sage-femme, alors que la méditation, on dit non, c'est pour le tout venant. Vous y allez tous les matins à 6 heures du matin, vous faites votre heure de méditation, par exemple. Donc c'est pour améliorer quelque chose, mais pas forcément dans le cadre de la thérapie, bien qu'il y ait maintenant de plus en plus d'études cliniques sur la méditation, la dépression, par exemple. Et donc, l'entraînement aussi, c'est différent. Beaucoup plus d'entraînement dans la méditation, un peu moins dans l'hypnose. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Mais certainement, si on reste dans cette situation corporelle, voilà, il y a forcément des modifications de perception qui arrivent, et nous allons voir lesquelles. Et au-delà de la technique ou de la philosophie même de l'hypnose et de la méditation, en fouillant dans les livres, dans les bouquins, je dis, mais il y a des principes dans la méditation qu'on retrouve dans l'hypnose. Alors donc peut-être qu'il y a moyen de les utiliser pour aller mieux, pour aider nos patients. Et c'est ça que j'ai juste isolé aujourd'hui, parce qu'il y a énormément à dire sur l'hypnose, vous savez, et sur la méditation. Dans les étapes du soin, il y a donc des principes, c'est-à-dire à quoi on pourrait adhérer pour que le patient aille mieux. Par exemple, on va les voir, j'en ai isolé 12. Si par exemple un patient n'aime pas la réalité, le diagnostic de cancer, non, ça m'effraie, d'une certaine manière il refuse, il va peut-être refuser la chimio, etc. Donc le principe, ce serait qu'il accepte la situation. Pas qu'il en soit heureux, évidemment, mais qu'il dise, bon, c'est comme ça. Eh bien, c'est à ça que nous servent la méditation et l'hypnose, parce que comprendre le principe, oui, ça va, j'ai compris qu'il faudrait que j'accepte d'avoir perdu une jambe, oui, je sais, j'ai compris, il faudrait que... Ouais, mais bon, en théorie, ça va, j'ai tout compris, hein. Mais en vrai, ça vient pas, quoi, c'est pas... Et c'est là qu'intervient l'hypnose et la méditation. C'est pour dire, le patient est d'accord pour intégrer quelque chose. Par exemple, il faudrait qu'il ne s'intéresse plus au passé s'il a vraiment beaucoup souffert. Voilà.
bon, là, ça va, j'ai compris, mais ça me revient tout le temps. Et c'est là que vous intervenez en disant, on a quelque chose. Je ne vais pas vous donner 300 gouttes de Laroxyl. Hein. Non, on a quelque chose qui va peut-être faire que ce sera naturel, que vous adhériez à... C'est là que ça intervient, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle, ça va, on a compris, on connaît, mais, mais vivre la chose qu'on vient de dire, il n'y a que l'hypnose et la méditation qui font ça. C'est pour ça que vous avez remarqué l'entrain de tous ceux qui ont découvert l'hypnose, ils disent « Ah, mais c'est ça la clé, mais j'adore, mais ça solutionne. » Ben oui, parce que la connaissance est incorporée. C'est cela qui modifie complètement, c'est ce que les Anglais et les Américains appellent l'embodiment, c'est-à-dire j'ai compris, mais maintenant c'est vécu et ça a changé ma vie. Donc d'une certaine manière, je l'ai assimilé. Vous voyez, ça a dépassé l'intellect. L'intellect ne suffit pas. Bon, on se doutait, mais au moins on a quelque chose pour dépasser l'intellect. Quels sont ces principes ? Eh bien, ces principes, c'est pas de l'hypnose. C'est, si par exemple vous dites à quelqu'un, mais vous êtes tout le temps dans le passé, c'est pas de l'hypnose. C'est juste une remarque que l'on fait où la personne rumine et ça finit par lui donner une douleur chronique. Elle rumine quelque chose qu'elle n'a pas digéré. Et on peut comprendre, hein, des choses terribles. Donc c'est pas de l'hypnose, c'est pas de la méditation, c'est un principe qu'on ne peut pas imposer. Monsieur, vous allez faire ci, madame, vous allez faire ça. Non, en fait, ce principe apparaît pendant l'échange que nous avons avec le patient. Le patient dit, à l'accouchement, ah non, c'est très dur. Ma mère a accouché, c'était horrible, épisio, du sang, elle a failli perdre le bébé. Donc elle dit, ah, mais ça, c'est pas vous, c'est votre mère. Ouais. Est-ce que vous accepteriez que ça se passe d'une manière nouvelle, différente ? Ah, ben oui, puisque c'est nouveau. C'est un nouveau jour, c'est pas vous, c'est pas elle, c'est vous, c'est un autre jour, c'est pas la même année, c'est... Ah oui, évidemment, si j'adhère à ça, eh ben oui, on va faire une séance pour que vous adhériez à ça. Vous voyez comment elle était bloquée dans « ma mère a vécu et elle m'a dit des choses horribles ». Et c'est là que l'hypnose ou la méditation interviennent. Quels sont ces principes ? J'en ai isolé 12. Vous allez voir que certains ont des intrications entre eux, bien entendu. Ils se recroisent. H et Z, c'est hypnose et zen, méditation zen de l'autre côté. Alors, on est allé au Japon et on a rencontré des maîtres zen, mais aussi en France, il y a beaucoup d'écoles zen et on a voulu voir, mais au-delà de comparer l'hypnose à la méditation, on s'est dit, bon, là on tourne en rond, oui, d'accord, c'est différent, mais il n'y a pas des choses qui peuvent vraiment nous éclairer. Eh bien, par exemple, dans la méditation, dans l'hypnose, ça a été dit tout à l'heure, je crois par Asma, pas de jugement sur la situation, c'est-à-dire, je me souviens, c'est des histoires, mais d'un collègue, un patient vient pour des douleurs neuropathiques, membre fantôme, et le patient a dit, oui, j'avais tellement mal dans mon bras qui avait été accidenté, le plexus brachial, etc., j'avais tellement mal que finalement j'ai dit, on enlève le bras. Et puis, il a enlevé le bras qui était sans force, bien sûr. Il n'y avait plus d'innervation, plus de muscles. Et puis, en fait, la douleur est toujours là, parce que c'est une douleur fantôme. Et le soignant a dit, « Ah, vous n'auriez pas dû l'enlever. » Bon, peu importe le contexte. Mais ça, c'est un jugement sur la situation, qui ne va pas plaire au patient, parce que c'est son chemin, et lui, il n'est pas venu pour avoir des regrets, mais au contraire, pour dépasser ça. La situation qui est présente par le patient, on ne la juge pas, c'est comme ça. Un autre élément, mais qui revient au même, pas d'émotion. C'est-à-dire que si on met une connotation émotionnelle, à ce moment-là, l'émotion rétrécit, on passionne quelque chose, et à peine je l'évoque, je suis bouleversé, Non, vous pourriez prendre un peu de recul et regarder la situation, qui n'est pas drôle, hein, mais... comme ça, froidement. Ah, et que je regarde que j'ai une tumeur et que je sois... Oui, absolument. Pour la soigner, pas pour faire celui qui a rien, non. Pour dire, ok, on y va. On va passer à l'action.
Et si on regarde du côté du zen, eh ben, ce principe est connu chez eux. Ils appellent ça l'équanimité dans la méditation. Ils disent aussi l'humeur égale. Vous pouvez feuilleter les bouquins. Et ils disent, voilà, alors qui dit ça? Les livres, bien sûr, mais Mathieu Ricard, Christophe André, tous ceux qui reprennent. Ni bien ni mal. C'est-à-dire, je ne dis pas « ah, ça c'est bien », parce qu'on ne porte pas de jugement. « Ah, ça c'est nul, ah, ça c'est bien ». Non, c'est comme ça. On résout les problèmes comme ils viennent. Deuxième principe, dans l'hypnose, on dit, chaque situation est différente, mais sur ne pas se regarder. C'est-à-dire que vous avez dû remarquer que les patients qui souffrent de douleurs chroniques, ou même nous, si on a la migraine, on dit « Ah, j'espère que je ne vais pas encore avoir la migraine aujourd'hui. Ah, j'espère que mon côlon, il va me laisser tranquille. Ah, j'espère que mon genou, il ne va pas... » Comme le corps nous donne des inquiétudes, et puis des vraies, hop, on se regarde. Ah, mais j'espère que... Et plus je me regarde, et plus je m'inquiète, et plus quoi? Et plus je perds la périphérie. Dans le zen, pareil, on dit pas d'ego. Ça revient à ça, c'est-à-dire pas se tourner vers. Ça, c'est un petit jeu que j'ai mis. Voyez si, c'est pas tout à fait perceptible, mais si le problème c'est le point, c'est mon ventre, c'est ma migraine, c'est bon, enfin bref, on peut faire l'exercice. Si on fixe le point d'une manière continue, mais oui, c'est vrai qu'on voit pas très bien le fond. Ça donne ça, mais vous pouvez le faire avec un autre point. Si on fixe d'une manière continue un point, au bout d'un moment, non seulement la vue se trouble, pour ceux qui ont déjà travaillé les inductions, mais la périphérie disparaît. Donc si je fixe mon dos, ah mais j'ai tout le temps ma lombalgie, ah mais j'ai été mal opéré, si je fixe, ce que je regarde va devenir flou, et la périphérie disparaît aussi. Donc c'est tout à fait la pathologie. Alors on ramène le patient à voir plus large. Et c'est ça la perception élargie de l'hypnose. Ce serait, et puis à côté vous pouvez voir, ah ben oui, non, je n'avais pas perçu comme ça. Non, il y a quand même des êtres qui vous aiment, qui vous protègent, il y a quand même des collègues qui vous attendent au boulot, il y a quand même, et la perception s'ouvre et la vue redevient nette. Troisième principe, au niveau de la pensée, l'hypnose dit il faut arrêter de réfléchir. Oui, justement, je suis comme ça, tout le temps j'y pense, tout le temps je suis perfectionniste, tout le temps. Mais on dit aussi, peut-être qu'on peut arrêter de penser pour réintroduire la pensée dans le corps, c'est-à-dire dans un corps intelligent. Par rapport à... Il n'y a que ma pensée qui fonctionne et le corps, je ne veux pas savoir. Non, je suis tout le temps en train de me dire si tu avais su, j'aurais dû, mais pourquoi j'ai passé, mais peut-être que... Et le patient, il vous dit, mais oui, effectivement, je suis comme ça tout le temps. Alors on lui dit par exemple, voilà, et pareil, la méditation dit, le corps fait un avec la pensée, il ne faut pas les laisser se séparer. De ce fait, ils disent aussi dans la méditation, pas de dualité. Voilà, c'est ça l'image, la dualité. Donc vous pouvez vous proposer à un patient que vous sentez, à chaque histoire, c'est vous qui inventez, bien sûr. Mais alors là, c'est séparé, oui, mon corps, il passe après, c'est que ma souffrance. Ah, du bon, très bien. Ça y est, là, vous l'avez la tête? Oui, j'ai la tête. Ça tourne beaucoup? Oui, je sens, ça tourne beaucoup. Vous pouvez laisser toute cette pensée descendre dans vos épaules, Finalement, c'est exactement ce que ferait un coach sportif. Si le gars, il dit « Ouais, j'ai mes parents dans les tribunes, l'angoisse que j'ai, ils me regardent. Il faut que je sois performant. » Vous voyez, dans la tête. Est-ce que j'ai bien garé ma voiture? J'ai un peu n'importe quoi. Mais il faut dire « Mais arrête de penser. Tu vas jouer, tu vas courir, tu vas jouer au tennis, tu n'es pas là. » Et le coach va lui dire « Allez, c'est bon, on arrête, reviens dans tes bras, reviens dans tes jambes, reviens de... » Vous voyez, c'est la même chose. Sinon, si la pensée est là, il n'y a pas de mouvement. C'est la pensée qui gêne le mouvement. Sauf si la pensée revient dans le corps. Donc ce sont des choses banales,
mais qu'on retrouve avec le patient. Retrouver le mouvement, ça tombe bien puisque c'est l'hypnose en mouvement, le thème aujourd'hui. Si la pensée est réduite ou si elle est revenue dans l'intelligence du corps, on peut retrouver le mouvement. Comment ? On peut faire de l'imagination. Des patients qui ont des problèmes d'algodystrophie, oui, mon bras ne bouge plus. Il est algodystrophié, ou ma jambe parce qu'elle est restée dans le plâtre longtemps, etc. On dit très bien, vous pourriez vous imaginer en train de courir ? Oui. Et comme on sait que ça active le cortex, active le cortex moteur, le patient va dire « Ah, mais là, je suis en train de courir. Ah, mais là, je suis en train de bouger. Ah, mais là, mon bras est en train... » Et cet exercice-là remet du mouvement là où c'était figé. On peut le faire aussi par la réalité virtuelle, bien entendu. Il y a des casques virtuels, bon, pourquoi pas. Et qu'est-ce que va redonner ce mouvement qu'on voit aussi bien dans la méditation ? On dit... Par exemple, quand le maître en méditation dit « Vous pouvez poser votre attention sur votre respiration », le patient, il ne pense plus, il est dans la respiration. Ça a éteint la tête. Oui, ça y est, je l'ai. Restez dessus. Ça fait réapparaître son corps, ça fait qu'il ne pense plus, et ça le relie, puisque c'est la respiration qui le relie à l'air. Et si ça le relie à l'air, ça le relie à la pièce, et puis ça le relie à d'autres personnes qui respirent, et puis le lien réapparaît. Alors que dans la pensée, il était isolé. Donc, nous, on dit ça. Les personnes qui font de la méditation, ils traduisent pas ça. Ils disent, pose ton attention sur la respiration. Mais nous, avec l'hypnose, on est beaucoup plus curieux. On a envie de comprendre, et on dit, ah, mais moi, je sais pourquoi. C'est parce que si on fixe sur la respiration, on revient dans le corps. Et si on revient dans le corps, on va peut-être pouvoir résoudre quelque chose. C'est-à-dire que le patient retrouve sa place puisqu'il n'était que cérébral et il n'était pas dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Cinquième, accepter la situation, la réalité présente. Là aussi, on retrouve la même situation, je dirais le même principe. Il nous faut nous accorder avec ce qui est. Si on refuse quelque chose, voilà, je pense, on voit beaucoup de patients qui viennent pour des chimios. Si on refuse le traitement, si on refuse le diagnostic, qui parfois est un peu redoutable, si on refuse la réalité, c'est-à-dire, ouais, mais si j'avais traversé au bon moment, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Oui, d'accord, mais c'est arrivé. Oui, ben justement, je suis en colère contre ce qui est arrivé, etc. Ben, le patient, il est bloqué. Il peut rester bloqué 20 ans, 30 ans. Il faut s'accorder avec la situation pour qu'elle puisse changer. Et c'est là que vous intervenez en disant, bon, installez-vous. Je fais quoi ? Installez-vous. Installez-vous dans la réalité. Avec mon ventre comme il est, avec mes douleurs comme elles sont. Oui, c'est comme ça. Et il faut que j'aime mon ventre en plus qui me fait mal, dit le colopathe, la maladie de Crohn. Il dit oui, puisqu'il est comme ça. On va dans la réalité. C'est-à-dire que si on la fuit, on va de plus en plus mal. Si on y entre, on peut la modifier. Et c'est ça l'idée, bien sûr, c'est de la modifier. Donc on ne s'oppose pas. Une jeune femme qui avait mal au côlon pour une maladie de Crohn dit « Je le déteste, son ventre ». Alors au bout d'un moment, je lui dis « Comment on va faire ?» Elle me dit « En plus, si ça continue, ils m'ont dit qu'ils allaient m'occuper un morceau. » Bon, la menace est là. Je dis « Vous avez des enfants ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Ils sont pénibles parfois ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Quand ils sont pénibles, on s'en débarrasse. » Elle me dit « Non. » Elle me dit « Ça va, j'ai compris. » Je lui dis, allez-y, installez-vous, et c'est là que l'hypnose ou la méditation apparaît. Installez-vous dans, ils sont pénibles, mais je les garde quand même. Et c'est ça qui a été la thérapie pour elle. Elle est revenue en disant, c'est bon, on n'a plus besoin de me le couper. J'ai pas dit que j'ai plus jamais mal, mais ça va, je le fais avec. Donc on dit oui, et on se laisse
Alors là, c'est vous qui trouvez les exercices, hein, c'est-à-dire, suivant telle histoire, tel problème, comment on s'oppose. On fait des exercices très drôles avec les patients, parce qu'on a une pièce un peu bruyante à l'hôpital, et puis de temps en temps, il y a une ambulance, il y a des écoulements d'eau. Je dis, laissez-vous être énervé par ce bruit. Les patients disent ça, c'est facile, hein, parce que je sais bien, vous y êtes. Maintenant, laissez-vous être tranquille avec ce bruit. Ça veut dire, ce bruit ne me dérange pas, ne m'agresse pas, je l'accepte comme il est, je m'en fiche, ça glisse sur moi. Dans le principe, un autre qui est pas d'appui, dans l'hypnose on dit pas d'appui, pas de croyance, accepter de perdre, parce que c'est ça, hein, une patiente qui dit j'accepte pas de vieillir, ça veut dire je vais perdre mes forces, je vais perdre des cheveux, je vais perdre, c'est comme ça. Ah ouais, mais ça me met en colère, je suis plus aussi jolie qu'avant, et je suis plus si... Donc là aussi, c'est accepter la réalité, vous voyez, il y a des croisements. Pas d'appui, ça marche bien dans les addictions. Je m'appuie sur le tabac, je m'appuie sur une drogue, je m'appuie sur... Et dans la méditation zen, pareil, exactement les mêmes mots, hein, j'ai rien transformé. Ils disent pas de dogme, pas d'attachement, et une certaine forme d'abandon. Pas d'abandon, je me laisse aller dans la vie. Non, je m'abandonne à la situation ou à la réalité. C'est-à-dire que je ne cherche pas tout le temps un appui. Ce serait ça le problème des addictions, c'est que ce serait que je cherche tout le temps quelque chose pour me calmer, ou un médicament. Alors il y a plein d'exercices, voilà. On peut aussi très bien dire à une patiente, appuyez-vous là, vous dire oui, très bien. Vous sentez, bah oui, je dépends d'eux. Les fumeurs, ils disent ça m'agace. Ils disent pas c'est une plante mortelle, hein. Ils disent j'aime pas dépendre. Non, c'est bon, j'aime pas dépendre. Allez-y, vous ne vous appuyez plus. Ah oui, là c'est plus confortable. Ah mais je suis libre. Voilà, ce sont les mêmes principes dans les deux. Un autre, dans l'hypnose on dit ne rien faire. Ne rien faire, c'est-à-dire pas soyez paresseux, non. Ne rien faire, par exemple, il y a beaucoup de pathologies, si on pense trop, on a mal, si on est contracté, on a des fibromyalgies, donc il y a beaucoup de pathologies où en fait c'est le patient qui fait quelque chose. Là, par exemple, on peut écouter la musique et se laisser porter par la musique. Voilà, ça. De temps en temps, il y a des portables qui sonnent pendant les séances, et les patients ils sont angoissés, mon portable, sinon laissez, on s'en fiche. Ça glisse sur nous. Ah, indifférent? Ouais, indifférent. Et après, ils sont à l'aise. Quand une pensée triste va leur venir, mais bon, allez, je la laisse partir. C'est le non-agir, hein, de la méditation, où là, le patient ressent que par l'inaction, un muscle qui est tout le temps contracté, une douleur lombaire qui est tout le temps crispée, une céphalée de tension qui est tout le temps... Je dis, je fais rien, ben non, rien. Parfois même, on lui donne un truc à serrer fort, et dit là, vous faites un effort. Il dit, ouais, ça fait mal au bras. Hein. Ben, il dit, oui. Ben alors, je l'ai relâché. Ah, ça va mieux. Donc, c'est quand on fait rien que ça va mieux. Et il intègre. Donc, vous voyez tous les exercices qu'on peut faire. Un autre principe que vous connaissez, dans l'hypnose, on dit, il y a des ressources. On est optimiste, hein. On dit l'être humain a des ressources pour résoudre. Il fait de la morphine, il peut calmer un deuil, il peut calmer une peur, il a des ressources. On décide. Dans le zen aussi, la même formule, vous voyez, c'est formulé différemment. Tout homme contient en lui la possibilité d'éveil. Vous voyez, c'est optimiste. Ça veut dire, non, on peut y aller. Vous imaginez un thérapeute qui dirait, ah non, avec vous, c'est pas possible. Il dit, ok, on y va. Et c'est là qu'on a des surprises, bien sûr. On dit, hey, il a réussi à résoudre un truc aussi compliqué. Donc, c'est vraiment la même façon dans les deux, la possibilité d'éveil. 9, on s'installe et agit dans le présent. On a vu ça déjà un peu tout à l'heure, bien sûr. C'est-à-dire, le patient n'est pas bien, nous aussi. Si on est tout le temps dans le passé, parce que le passé, il est fini, donc si on est dans l'avenir, oui, mais l'avenir, il n'existe pas encore.
Mais t'es présent ou t'es pas présent? Bah, non, je suis tout le temps là-bas ou là. Ben, tu pourrais être là. Alors là, vraiment, la méditation. C'est Myriam. Là, vraiment, la méditation insiste sur cette façon-là d'être dans le moment présent, peut-être encore plus que on peu importe. Pour sentir qu'il y a plein de techniques. Si le patient dit « Oui, alors, dans le passé, vous savez, j'ai eu une enfance terrible. » Vous ressentez le fauteuil dans votre dos? Oui. Il s'arrête de parler. Oui, non, parce que aussi, vous savez, non, mais